Bon, monsieur Delpont, ben salut. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes donc le député, notre député de la circonscription. Et quant à Canal Pourpre, bien ma foi, ça va faire bientôt 2 ans qu'on ne vous a pas vu. C'était en février 2019 qu'on a fait une petite entrevue avec vous. Donc merci vraiment d'être là. Vous n'avez pas pu en 2020, on avait fait une demande mais ça n'avait pas marché. Et voilà, ben, on est en 2021. Bon, vous venez de nous dire que vous aviez quelques ennuis familiaux, personnels, et que l'époque n'était pas terrible. En février 2019, vous vous en souvenez sûrement, l'époque n'était pas terrible non plus, mais pour d'autres raisons, on était en plein gilet jaune. Et cette année, on est en pleine pandémie. Donc vous avez un mandat un peu chahuté tout de même, globalement et personnellement aussi. Ça va à part ça Oui, donc j'ai dû annuler le rendez-vous qu'on avait en décembre parce que c'est le décès de mon père. Ouais. Et qui, de fait, a retardé mes activités et donc c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. D'accord. Oui, l'année a été compliquée, mais on a assuré, comme on dit. Oui. Puisque vous parliez de début 2019, justement déjà, mais c'était une période où j'étais très satisfait de la création du groupe d'études sur l'hydrogène, qui est mon dada. Mais en réalité, j'en suis fier parce que ce groupe d'études qui remonte au 11 mars 2019 a fait son travail. J'ai réuni plus de 60 députés dès le début de tous les partis. Nous sommes maintenant presque une centaine. Et surtout qu'en 2020, justement, début 2020, malgré le début du Covid, le gouvernement a considéré que l'hydrogène était un vecteur intéressant pour l'économie française. Le Covid est arrivé, puisqu'en fait l'hydrogène devait être au pacte productif de la France qui devait sortir en mars dernier, et vous connaissez la suite. De fait, en juillet, j'ai fait une tribune dans le JDD qui a été signée par 150 parlementaires, même européens, pour l'hydrogène, et donc le 7 septembre, le gouvernement a publié ce fameux plan que vous connaissez aujourd'hui, de 100 milliards d'euros, et dont près de 10 milliards d'euros pour l'hydrogène. Donc ça a été une grande surprise. Moi, j'étais enchanté, puisque on partait de 100 millions d'euros de l'époque de Hulot en 2018 sur 2 ans, et pour un budget de 10 milliards d'ici 2030. Voilà donc ce que je pouvais dire par rapport à ces 2 ans, effectivement, qui ont été importants pour moi, puisque ce dossier que je portais à une époque, certains me considéraient comme utopiste, aujourd'hui est devenu un vecteur géopolitique de l'économie française. Alors, bon, excusez-moi, mais les milliards flottent. Vous avez, dans votre dernier bulletin, là, public, je disais que ce qui me frappait, c'était que votre éditorial disait 0, 0, 0, 0 émission vallée, 0 degré, 0 déchets, 0 délocalisation, etc. Et puis, à l'intérieur, on a un petit aperçu de ce que vous venez de dire à propos d'hydrogène, c'est-à-dire c'est 538 millions pour la Dordogne, des millions d'euros un peu à chaque colonne interpelle le lecteur. Oui, mais c'est la réalité. Oui, c'est une réalité, comment dire, à la fois concrète et abstraite. Elle est concrète parce qu'il s'agit de pognon, bien sûr, mais c'est abstrait parce que ces millions d'euros, pour le commun des mortels comme moi, c'est difficile à avaler, si je peux dire, à se représenter. Alors, pour ce qui est des l'hydrogène, on en parlera si vous voulez, mais bon, je le mets à part. Le reste, c'est 100 milliards d'euros pour la relance. C'est très important. Mais on va arrêter sur les milliards d'euros. Simplement, ce plan de relance, c'était pour sauvegarder l'économie française en phase de crise sanitaire. Bon, c'est une crise sanitaire. Non, mais si vous voulez, je ne conteste pas du tout ça, évidemment. Mais l'idée, c'est que
il y a quelques années, ça aurait paru impossible, ce genre de choses, c'est-à-dire cette cascade de milliards ou de millions. Et qu'est-ce que vous en pensez, en gros, je veux dire, de manière générale, ce déblocage très soudain d'un tas de crédits, je pense que j'en pense que c'est un virage européen qui a pris conscience de la situation, et un virage français également. Pour tout vous dire, il y a eu un premier discours de Bruno Le Maire le 7 janvier 2020, c'est-à-dire il y a un an, à Bercy, pour les entrepreneurs de France, les industriels de France. Et il avait déjà commencé à parler de démondialisation, de relocalisation, de souveraineté économique, de souveraineté énergétique. C'était assez curieux, à tel point que même ces patrons du CAC 40 étaient un peu tombés de leur chaise en écoutant le discours de Bruno Le Maire. Et ensuite, le président de la République a surenchéri d'ailleurs au fameux discours de Saint-Barthélemy d'Anjou, où il a annoncé justement sa stratégie de souveraineté pour la France et pour l'Europe. Et l'Europe a suivi. C'est quand même Emmanuel Macron a été un des leaders européens qui a demandé à l'Europe de passer outre le déficit de 3% et d'avoir ces budgets. Et donc, moi je trouve que c'est au contraire, cette crise va permettre à l'Europe de se resserrer, exception faite du Brexit, mais ça bon, c'est classé, on n'en parle plus, et bravo à Michel Barnier d'avoir su trouver un accord, le fameux no deal qu'on a évité. Mais les autres pays européens se sont ressoudés dans cette affaire, ont transgressé certaines normes, en l'occurrence le budget de déficit, quoi que ça coûte, comme et irrigué, quoi qu'il en coûte, effectivement. Mais je crois que quoi qu'il en coûte, les Français en sont satisfaits. Parce que finalement, tout le monde s'en sort, l'économie française tient le coup, les gens sont aidés, les entreprises sont quelque part soutenues, et même maintenant, d'ailleurs c'est l'esprit de mon éditorial, c'est pour ça que je parlais de zéro au sens de différents sujets, mais que c'était une année zéro du renouveau quelque part, donc du rebond, et moi je suis très optimiste, voyez-vous, pour le mois de septembre, il va y avoir si l'effet vaccination fait son chemin. Je suis très optimiste au mois de septembre, et surtout pour 2022. Moi, j'ai les critères du directeur, par exemple, des impôts qui est venu me voir avant-hier, du préfet hier, ou encore la Banque de France aujourd'hui, qui donnent des chiffres très intéressants en matière de rebond, en matière de relance, en matière d'investissement. Et même en matière d'économie, les Français, vous savez, ils ont mis 100 milliards de côté en termes dans leur bas de laine. Donc, je pense qu'il va y avoir un retour de croissance, et justement, moi ce qui me satisfait dans tout ça, c'est qu'il va y avoir un changement économique, un changement de la politique économique de la France et de l'Europe vers la souveraineté, et donc vers la création d'emplois. Et pour moi, la création d'emplois, ça veut dire des emplois pour la Dordogne. D'accord, alors bon, voilà pour les milliards. Encore un petit mot sur l'hydrogène, et puis on passera à autre chose peut-être, mais cette affaire d'hydrogène, il n'y a pas de... Il y a encore des obstacles techniques, je veux dire, des dangers, des choses écologiques, je ne sais pas. Alors non, pas vraiment. Tout ça c'est bien maîtrisé. Le CEA d'ailleurs l'ITEN travaille là-dessus depuis longtemps. CNRS aussi. De l'autre côté, l'ADEME, qui est, on va dire, la structure, l'agence qui distribue les aides. Donc, l'hydrogène, aujourd'hui, est bien maîtrisé. Il n'y a pas une affaire de stockage, enfin, de problème Alors non, justement, l'hydrogène est un vecteur de stockage d'énergie. C'est le seul vecteur énergétique qui permet de stocker l'énergie. Parce que le nucléaire ne permet pas de stocker l'énergie, ni, par exemple, le barrage hydroélectrique. Oui, mais enfin, pour les communs des mortels, encore une fois... Ah non, mais ça... Bombe à hydrogène, bombe atomique, vous voyez non, le truc, non, la bombe non, ça c'est fini, tout ça c'est... C'est terminé, ça. Il n'y a pas de l'hydrogène, d'abord, on l'utilise pour la fusée Ariane depuis des lustres. Donc, vous savez que Ariane démarre avec un mélange d'oxygène et d'hydrogène. L'hydrogène est très bien maîtrisé, donc l'électrolyse
l'électrolyse, ce qui posait problème à l'hydrogène vert, je dis bien, hein, on parlera après de l'hydrogène gris, le fait par exemple qu'on fabrique jusqu'à présent, hein, on fabrique des tonnes d'hydrogène, mais à gris, c'est-à-dire à partir du carburant, des fossiles. Donc ça c'est fini, l'objectif c'est de passer à l'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables. Il y a 5 énergies renouvelables, on va dire, en France, c'est-à-dire le solaire, photovoltaïque, l'éolien, la méthanisation, l'hydroélectrique, ça je le souligne parce que c'est quelque chose qu'il faut réhabiliter, les barrages, on en a 3 en Dordogne, et la géothermie, bon là il y a des expériences, mais c'est plutôt pour des pays qui sont volcaniques. Voilà, donc ça, c'est l'énergie verte, c'est l'énergie renouvelable, qui va permettre de faire de l'hydrogène vert. Et en masse, parce qu'il y a déjà des pays qui sont plus en avance que nous sur le renouvelable. Donc, l'hydrogène va permettre de tirer le renouvelable vers le haut, d'investir encore plus, et toutes ces start-up qui sont énormes dans l'hydrogène vont massifier. Alors c'est ça le plan gouvernemental, c'est massifier pour faire baisser le prix de l'hydrogène. C'est pour ça qu'il n'est pas encore très utilisé, c'est qu'il était trop cher au kilo. Et il faut qu'il devienne compétitif du carburant fossile, du diesel et de l'essence. Et c'est l'objectif, et ça on va le faire d'ici 2030. Et dès à présent, il y a 200 taxis à Paris qui fonctionnent à l'hydrogène, il y en aura 1000 dans quelques jours, vous avez des camions qui fonctionnent à l'hydrogène, j'ai été même aux 24 heures du Mans, une voiture prototype qui va courir prochainement, qui a déjà couru mais qui va continuer, il va y avoir une épreuve dans les années à venir. Donc, vous savez, sur le Dakar, il y a une voiture à hydrogène, il y a même un camion à hydrogène. Donc voilà, tout ça, ça va bouger. L'objectif, c'est que l'hydrogène vienne dépolluer le pays. Parce que la qualité de l'air, mine de rien, ça fait 40 000 morts par an en France, 2 millions dans le monde. Donc, c'est quelque chose d'important. Moi, l'objectif, c'est véritablement de faire du pragmatique. C'est dépolluer l'air. Et c'est arrêter les fossiles. Et progressivement réduire le nucléaire, comme c'est écrit dans le texte de loi. D'accord, donc on a fait un tour d'horizon lointain, les milliards, l'avenir pour l'hydrogène. Et alors pour revenir à votre mandat immédiat, donc voilà, les élections sont dans un an, un peu plus d'un an. Vous avez suivi toujours les projet de loi de votre parti, hein, La République En Marche. Vous avez tout voté sans état d'âme, parce qu'on dit aussi que pas mal de quelques députés de La République En Marche ont émis quelques réserves quant aux propositions de loi du gouvernement. J'ai tout voté, et même la réforme des retraites, j'aurais souhaité même qu'elle se fasse. On l'a voté. À l'Assemblée, elle a été votée. Il faut maintenant finir le cheminement Sénat, etc. La loi de sécurité globale aussi, vous l'avez votée. Je l'ai votée également. Je l'ai votée également. Parce que je considère qu'il y a une situation exceptionnelle aujourd'hui, et que vous voyez ce qui s'est passé aux États-Unis hier, hein, c'est pas pensable. Voilà, donc si on peut éviter ça, c'est pas plus mal. Et on n'était pas là, on était limite à un moment donné. Quand on a attaqué l'Arc de Triomphe, hein, donc je crois que. Et des élus, moi je ne suis pas d'accord pour que les élus soient visés, alors vous dites, il faut éviter. La police n'en parle pas. Il faut éviter ça, tout le monde est d'accord, la guerre civile, ça ne... c'est hors concours, si je peux dire, ça n'intéresse personne. Mais, nos amis espagnols l'ont vécu. Hein. Oui, bien sûr. Donc, et qu'est-ce que... Vous dites simplement, il faut l'éviter, mais... ça ne vous dit pas plus que ça sur la situation. Je veux dire, la situation. Alors, la situation est un peu exceptionnelle avec ce qui s'est passé. Il ne faut pas nier le phénomène gilet jaune. Il faut pas, le Covid est venu surenchérir sur cette situation, on va dire, sociale et économique. Pour revenir à votre question sur les lois, il y a beaucoup de lois que nous avons votées, on n'en parle pas. La SNCF, la réforme a été votée, on n'en parle plus. L'impôt à la source a été voté, ça s'est très bien passé. On ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, on parle que des trains qui sont en retard. L'impôt à la source, je le signale, c'est grâce à ça, c'est grâce à ce qu'a fait Darmanin au niveau des impôts, que aujourd'hui, le plan de relance est efficace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on paye rubis sur l'ongle les gens qui sont en difficulté, qui soient à temps partiel, que les entreprises, qui soient petits commerçants,
ils pourront tous vous dire, et là-dessus je les rencontre, ils sont tous payés dans les 48 heures, dans le mois, etc. Pourquoi? Parce que l'impôt à la source nous a permis de maîtriser le sujet sur le plan informatique. Et le directeur des impôts me le disait encore la semaine dernière, on a baissé les impôts de 5%, et in fine, la recette financière a augmenté. Ça veut dire que quelque part, il y en avait quelques-uns qui trichaient, donc on les a récupérés, mais en même temps, on a fiabilisé tout le système de l'impôt. Alors ça, c'est une réforme qui a fonctionné. Je continue sur d'autres réformes dont on ne parle pas. Les retraités agricoles, par exemple, qui me tiennent à cœur, parce que je suis fils de paysan, on a voté la réforme des retraités agricoles qui sont déjà retraités. Celle-là, elle est passée, malgré le fait que la réforme générale des retraites est en attente. La retraité agricole, on l'a voté pour le 1er janvier 2022. Moi, j'avais souhaité d'ailleurs qu'on le fasse un peu plus tôt, en 2021. C'est peut-être possible, si la MSA se met en ordre de bataille. Mais c'est voté. C'est-à-dire que l'agriculteur qui avait une retraite, comme mon frère, comme mon père, de 750 € vont passer à 1050 €, c'est-à-dire à 85% du SMIC. C'est voté. On n'en parle pas. Pourquoi, en termes de communication, les médias n'en parlent pas plus? C'est quelque chose d'important. Ici, d'ailleurs, le président des retraités de Dordogne comme de France, il est d'ici, c'est M. Roger Trunel. Vous le connaissez. Donc, ça, c'est fait. Il reste à faire après la question des femmes agriculteurs, il y a encore du travail, mais le fond de la demande, de la réforme est voté. Ensuite, on vient de faire passer des lois sur les pensions alimentaires, des divorcés, qui, là aussi, l'État a décidé que ce serait les allocations familiales qui feraient le lien, et qui imposeraient le paiement qui paierait ces pensions alimentaires à ceux qui sont bénéficiaires. Voilà, on a réformé aussi l'APL pour des questions de rééquilibrage entre ceux qui profitaient du système parce que elle était basée sur les revenus il y a 2 ans, donc maintenant ça sera en temps réel, donc ça va être plus en phase avec la réalité. Voilà, vous voyez, 2 ou 3 réformes que je cite qui ont facilité la vie des citoyens. De quoi se plaignent donc vos camarades de la République En Marche, alors si... Bon, écoutez, nous sommes 300, il y en a toujours... Je vais vous dire pourquoi ils font des groupes, hein. Pour avoir la parole dans l'hémicycle, c'est bien facile, parce que nous sommes tellement nombreux, effectivement, que, par exemple, moi, j'ai droit à une question au gouvernement, ce qu'on appelle les QAG du mardi, que 2 ou 3 fois par an, puisqu'il y a un principe de rotation. En fait, en créant un groupe, dans le groupe, on a droit, si on est 15 députés, à exister et avoir plus la parole. Et donc, ou faire des propositions d'amendement, etc. Donc, il y a un jeu aussi j'ai bien vu, hein, mes collègues qui étaient avec moi, qui sont passés dans un groupe XYZ, c'est uniquement pour avoir la parole, et pour pouvoir s'exprimer un peu plus, parce qu'effectivement, notre majorité est tellement importante, que nous sommes peut-être un peu plus nombreux, et justement, on est en train de résoudre ça pour avoir un peu plus de souplesse dans le système. Voilà, après, bon, ce sont des groupes qui votent avec nous quand même, hein. Donc, c'est une façon on va dire, de négocier un peu plus les projets de loi, les amendements. Ils sont toujours là dans nos commissions, donc là-dessus, on a regardé la loi sur le CESE, on l'a voté, il y avait 500 députés, on l'a voté à 400. Donc, c'est encore, je considère que il n'y a pas un gros changement en termes de majorité présidentielle. Parce que, bon, le MoDem est toujours présent, Agir, etc. Donc, on verra dans le déroulé de l'année 2020. Oui, j'ai oublié de dire que Philippe est derrière la caméra. Vas-y. Si je peux intervenir, Michel, on se connaît donc je te tutoie. Je reviens sur la loi sur la sécurité globale. Il y a quand même eu des tensions, parce que là on parlait des tensions au sein même du groupe La République En Marche. Au-delà de ces tensions dans lesquelles je ne vais pas forcément rentrer, il y a eu quand même un recul avec l'article 24, si je suis bien d'accord, si j'ai bien compris, pardon. Et puis, tu es passé rapidement en disant, si on veut éviter la guerre civile, heureusement qu'on a voté cette loi. Je pense que le but de la loi, c'était pas d'éviter la guerre civile. L'article 24 a quand même
fait réagir les journalistes, hein, les professionnels, et tu évoquais le Capitole. On pourrait très bien imaginer que si cet article 24 avait été voté, on n'aurait pas d'image de journalistes de ce qui s'est passé au Capitole à New York, puisque c'est justement ce que prévoyait la loi, qu'il y ait un contrôle de la façon dont on filme les manifestations. Ce n'était pas tout à fait ça. Il était exploitable, l'article 24. Il a été attaqué, effectivement, par rapport à la vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les caméras, tout va. Regardez maintenant les manifestations. Vous avez 200 manifestants, vous avez 200 téléphones qui filment. Donc ça devient comique. Mais le problème, il n'est pas comique, dans le sens qu'après, il y a des bagarres et des black blocs qui cassent tout. Ça, c'est un autre sujet. Donc moi, je suis favorable à la réécriture de l'article 24. Ça a été fait. Et donc, et pourtant, tu l'as voté en première lecture avant qu'il y ait la réécriture. Tu l'as voté. On l'avait amendé déjà. On l'a amendé 3 fois, l'article 24. Oui, mais avant que la décision de le réécrire complètement. Pour moi, comme il est écrit actuellement, il convient. C'est-à-dire qu'il y a tout à fait possibilité de filmer. Les journalistes peuvent filmer. Il n'y a aucun problème. Ensuite, il y a le contrôle des réseaux sociaux, etc. Donc, regardez ce qui se passe par ailleurs. Donc voilà, moi je suis pour une meilleure sécurité des citoyens et de ce que j'évoquais tout à l'heure, les bâtiments publics, les élus. C'est pas pensable qu'on détruise ça. Et donc, on va voir comment ça va se passer justement à l'exploitation de cette loi. Et on s'aperçoit quand même que les villes qui ont des caméras, mine de rien, ont moins d'incivilité, ont moins de problèmes. Vous avez une ville comme Sainte-Foy à côté, par exemple, qui a mis des caméras et les incivilités ont chuté de moitié. Et les élus de situation de crimes et autres sont meilleurs. Donc voilà, le problème il est là, c'est que mine de rien, il faut vivre avec son temps. Ces caméras, effectivement, publiques alors. Parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas que les caméras pour les manifestations, moi je suis pour les caméras publiques, pour protéger les citoyens. La société de surveillance ne vous fait pas peur? Non, ne me fait pas peur, je ne suis pas inquiet pour ça, plutôt les casseurs qui me font peur. Alors, et autre projet de loi, parce que ça n'a pas été évoqué, tu en as cité beaucoup, le projet de loi, pas loi sur le séparatisme. Ça c'est en préparation. Ouais, alors est-ce que tu l'as, je suppose que tu l'as lu ce projet de loi. Oui, on y travaille. Ouais. Est-ce que tu n'as pas d'inquiétude par rapport à une éventuelle, déjà le mot de séparatisme est assez dur, est-ce que tu n'as pas d'inquiétude par rapport à une éventuelle fraction? Et on va revenir à l'échelle locale, on a vu ce qui s'est passé à Bergerac lors de la projet de construction de la mosquée. À Bergerac et les tensions qui ont eu lieu, est-ce que tu penses que ça risque pas d'entériner ou d'aggraver les tensions entre les habitants, notamment flambée, on pourrait dire, de rejet de l'islam? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais ça a été, cette loi, elle est faite, enfin on ne l'a pas encore votée, il faut la travailler. Moi on est dessus actuellement, donc attendons qu'elle sorte déjà, mais c'est une façon de recadrer un peu c'est plutôt par rapport à l'islamisme et le terrorisme que ça a été engagé. On va voir comment on la sort. Laissons faire le temps et les commissions qui travaillent dessus. À ce propos, alors, l'une des bases de la République en marche, c'était la participation citoyenne, enfin le renouveau de la démocratie. Tu en es un exemple, puisque bon, on dit, ben voilà, la société civile entre à l'Assemblée nationale, etc. Il y a eu la Convention nationale citoyenne, après les Gilets jaunes, la Convention climat, où est-ce que ça en est là? Tu as suivi un peu? Alors, ça suit, oui. À savoir que... Alors, il existait déjà un conseil économique et social et environnemental, le CESE, qui était justement construit sur le même schéma. On parle aussi de le doubler par... Alors, on a voté la réforme là, du CESE avant de partir en vacances, on va dire, entre guillemets, en trêve, je voulais dire, et hivernale. Et donc, le CESE a été remanié pour être amélioré. Mais il est toujours, il a été recadré
en nombre, etc., en budget et surtout en suivi. Parce que c'est ça l'objectif, c'est pas du tout de faire travailler des commissions, il faut après exploiter les projets. Et c'est ça l'objectif. Les 150 citoyens aussi étaient là. Alors les citoyens c'était dans cet esprit, mais bon, pour l'instant, il y a la majorité des propositions qui ont été retenues. D'ailleurs, moi, je suis très attaché à ça, puisque la Convention a travaillé sur le climat, sur l'environnement, mais pas assez d'ailleurs. Regardez, la Convention n'a pas travaillé sur le nucléaire, par exemple. Ils disent rien. C'est assez curieux. Donc, c'est pas que du parfait non plus. Il y a d'autres choses l'hydrogène, par exemple, ils n'ont quasiment pas parlé. Pas parlé du tout d'hydrogène. Quasiment pas. Ah, oui. Donc, vous voyez, comme quoi, une convention citoyenne, n'est pas toujours habilitée à construire des lois. Donc, ça va nous aider à construire des lois. Mais d'ailleurs, Emmanuel Macron a décidé d'exploiter 95% des propositions. Donc, ça va. Et bon, moi je suis favorable à ce genre d'initiative. Ça permet peut-être de lancer de nouvelles idées, des lanceurs d'alerte, et encore, dans une civilisation qui évolue comme ça, je crois qu'il y a des choses que les citoyens peuvent nous apporter, notamment les jeunes. Les jeunes qui justement ont une approche sur l'environnement bien meilleure que notre génération. Et moi je vois mes enfants et petits-enfants, mais ils ont une autre éducation. Et justement, c'est pour ça que je suis très optimiste sur le rebond économique, c'est que ces gens-là, ces nouvelles générations vont véritablement vouloir une nouvelle économie verte. Peut-être un mot aussi sur en 2020, il y a eu les élections municipales, donc la mairie de Bergerac a changé de tête. Est-ce que dans le rôle du député, il y a aussi les rapports, je suppose, avec les maires du coin? Oui. Alors là-dessus, je suis très attaché. D'ailleurs, c'est aussi le mot d'ordre de notre nouveau Premier ministre, Jean Gasset, très attaché. C'est aussi un ancien élu du territoire. Donc, moi, j'ai toujours suivi les maires. Et là, je les rencontre, notamment tous les nouveaux élus. Je les rencontre le vendredi, je les visite, notamment pour le plan de relance. Ils sont très intéressés par nos préconisations, nos aides. Une fois par semaine, vous réunissez? Ah oui, tous les vendredis, je visite les maires ou les entreprises. D'accord. Donc oui, cet après-midi, par exemple, je vais visiter le CTFL et une société aussi sur Saint-Rémy de l'Idoire. Voilà. Sur le plan de l'environnement. Tous les vendredis, j'ai visité par exemple des Smarty qui viennent de construire une serre photovoltaïque de 4 hectares avec la société Reden Solar, financée par le constructeur. Oui, et puis des élus, tous les maires, je les rencontre régulièrement. Il y en a qui viennent à ma permanence. Et le nouveau maire de Bergerac, je le rencontre tous les mois. Je l'ai rencontré déjà 3 fois. L'objectif, c'est de travailler ensemble, de construire ensemble. Il n'y a pas de problème là-dessus. Comme je le fais avec le président de la communauté d'agglomération, Frédéric Delmarès, qui a été reconduit et avec qui j'ai beaucoup travaillé, par exemple sur Cassirano et sur d'autres projets. Est-ce que vous avez évoqué avec Jonathan Priolo, parce que je vois dans la page 4 de ton journal, des investissements pour l'avenir, notamment sur le déploiement de la fibre, de la 4G. Je pense que tu es peut-être au courant qu'il y a un moratoire un texte qui a été voté lors d'un précédent conseil municipal de Bergerac. La 5G, tu vois. Visant un moratoire par rapport au développement de la 5G. Donc là, ça a été proposé par Bergerac en commun et voté à la majorité du conseil municipal, notamment par le maire. Donc du coup, il n'y a pas une tension par rapport à ça, puisque le président de la République avait dit on ne va pas revenir au temps de la bougie et de la caverne. Oui. Et donc par rapport à la 5G, comment tu... Moi je suis favorable à une évolution de la technologie. Il y a surtout le maillage du territoire qui était farci de zones blanches. Là, ce que j'exprime dans mon journal, c'est que justement la Dordogne bénéficie du plus gros budget d'équipement des 2 opérateurs qui ont été désignés. Et le ministère les a poussés à accélérer le maillage
Et la Dordogne fera partie des départements qui étaient en retard et qui seront équipés. Donc ça c'est important. Je pense que ensuite, bon, il faut vivre son temps et la technologie va évoluer dans ce sens. Hein. Mais c'est pas aussi aux frais des communes. L'installation suppose des antennes, je crois. Oui, mais là, ça se passe. On a inauguré justement, l'article que je cite, c'est quand Madame Gros est venue. On avait inauguré une antenne dans les bois, là, du côté de Saint-Pierre d'Estillac. Et donc, là, il faut souligner justement que la Dordogne bénéficie de ce budget important. Un autre, j'ai oublié tout à l'heure de parler de bonus que notre département, voire notre ville, va hériter, c'est la décentralisation des impôts, la DGFiP, Direction Générale des Finances, qui vient à Bergerac, qui sera installée dès le 1er septembre prochain, en 2 étapes. Il y aura une première vague, dont il y aura 30 employés qui vont arriver sur Bergerac, une quinzaine 1er septembre 2020 et la suite 2021. Donc ça c'est bien, c'est un nouveau service qui a été créé pour les questions foncières, etc. Et donc ça c'est un bonus de services et d'emploi qui va arriver sur Bergerac. Également des maisons de services qui vont être créées, ça vous le savez, il y en a plusieurs qui vont être créées à La Force, à la Laine, à Aimé. Et d'autres communes. Ça, c'est des nouveautés. Et encore la caserne de Villamblard qui va être restaurée par le ministère des Armées. Donc tout ça, ce sont des projets quand même nouveaux qui viennent apporter de l'emploi, du travail, de l'emploi au Bergeracois. Pour la fin du mandat, là, jusqu'en 2022, il y a l'hydrogène fait partie de la priorité ou il y a d'autres priorités? Alors, l'hydrogène fait partie des priorités gouvernementales puisque ce budget est conséquent. Au niveau départemental, il y a une étude qui est en cours avec le département. Le président du département, Germinal Perrault, l'a validé. Donc, pour que la Dordogne soit aussi en pointe. Et en l'occurrence, l'étude est en cours et sera votée la semaine prochaine pour un écosystème hydrogène en Dordogne. Ensuite, pour ce qui est de l'économie en général, donc ça c'est le côté industriel surtout, il va y avoir des investissements importants. En tant que représentant, vous avez des priorités particulières toujours axé sur l'environnement. C'est-à-dire des investissements qui permettent de rester dans les critères de la décarbonation, des critères de la neutralité carbone en 2050. Donc tout ça c'est lié, oui effectivement nous allons... Parce que vous avez cité Germinal Perrault, mais il a quelques ennuis avec le Beynac. Oui, mais ça a commencé avant mon élection, vous savez. Oui. Et on verra ce que décidera... On laisse traîner là toujours ou... Ah mais c'est un cours de négociation avec... on verra, c'est vrai que la plupart des élus de la vallée se sont prononcés pour la fin des travaux. Oui, mais pas le Conseil d'État. Oui, voilà, c'est ça. Et même le maire de Beynac, d'ailleurs, qui a changé du coup. Ah bon? Parce qu'il y a un nouveau maire de Beynac, celui qui était opposé a été battu, et c'est le nouveau qui défend le projet. Nous verrons bien. Oui. Mais pour revenir à votre question, moi je suis pour aider tous les investissements qui vont dans le sens du plan de relance, c'est-à-dire tenir les engagements des accords de Paris, tenir la fin des moteurs thermiques en 2035, la réduction et surtout la neutralité carbone en 2050. Et là-dessus, je me réjouis que les 2 grands pays qui étaient les plus polluants du monde sont en train de revenir vers nous, c'est-à-dire les États-Unis avec Joe Biden et la Chine qui revient sur le projet de la neutralité carbone. Moi, un champ qui n'a pas été vraiment déployé, d'ailleurs un peu ce qu'on a reproché lors des discours récurrents du président de la République, on sent qu'il est très optimiste, et voilà, tant mieux peut-être pour un député,
Et tu parles beaucoup il y a intérêt parce que tu parles beaucoup avec les crises successives... Je suis toujours de caractère optimiste. Okay. Alors tu as parlé de l'économie en réduisant cette économie à l'industrie, à l'environnement, très bien. Verte. Verte, ouais, mais le secteur culturel n'a pas du tout été évoqué dans l'échange qu'on a eu. Et moi, je ne suis pas très optimiste par rapport à la dévastation du champ du secteur culturel depuis le confinement. D'ailleurs, même au-delà de l'économie dont tu parlais, il y a les petites entreprises ou des restaurateurs à Bergerac qui vont certainement beaucoup vont faire faillite. Bon, on va rester sur le domaine culturel. Ah ben si, non, c'est une question importante. Je ne sais pas s'il en est question. Alors voilà, globalement, même localement... Sincèrement, selon les chiffres de la préfecture, il y a moins de défaillances d'entreprises et de faillites qu'avant. Pas encore, peut-être. Ah mais non, c'est un fait. C'est un fait, c'est en baisse considérable. Les investissements sont en progression considérable. Alors la culture, effectivement, la culture et la restauration sont très touchées. L'hôtellerie et la restauration sont très... C'est-à-dire le tourisme. Bon, il y a certains ont réussi à trouver des palliatifs par rapport à l'agrotourisme, on va dire, parce que nous sommes très concernés par l'agrotourisme et par la viticulture. Donc la viticulture se porte pas si mal, parce qu'ils arrivent justement à travailler, à continuer à livrer les grandes surfaces, à continuer à exporter. Donc, selon on verra à l'Assemblée Générale qui aura lieu à Olivier-Bédé à la fin du mois, mais pour l'instant, ça tient. L'agroalimentaire tient bien. Bon, la culture, je conçois. Elle est bloquée. Donc là, il y a des aides. Vous savez qu'en France, on a quand même un système d'aide pour les intermittents qui est considérable, qui est remarquable d'ailleurs, qui n'existe pas dans les autres pays du monde. Et ces gens-là sont indemnisés. Donc, on va dire qu'il y a le système social qui tient la culture. J'espère bien, je suis très attaché à la culture également, j'espère bien qu'elle va rebondir. D'ailleurs, justement, en parlant de la culture, je suis pour la fin des travaux du musée Cyrano de Bergerac, puisqu'en fait, les travaux ont été arrêtés avec le Covid, avec le changement, avec les élections municipales, etc. Donc j'espère que le musée des deux Cyrano va ouvrir rapidement. Il y avait une question budgétaire à régler. J'espère que j'en ai encore parlé ce matin avec le ministère. Il faut trouver une solution pour que ce musée, la scénographie du musée soit faite. Parce que, en fait, les locaux sont déjà ouverts, construits. Il suffit de finir la scénographie. Et il y a encore, je crois, 800 000 euros à trouver. Enfin, non, pas 800 000 euros. La fourchette est de 800 000 euros, mais il y a encore quelques budgets à trouver et des aides pour le finaliser. Ça, c'est de la culture. Pour moi, Cyrano de Bergerac, qui n'avait pas de musée dans cette ville, c'était une ineptie. Donc là, je l'ai défendu corps et âme depuis 10 ans, pas depuis 1 an, depuis 10 ans. Et vous savez comment ça s'est passé et comment d'ailleurs le Quai Cyrano est né. C'est que l'interprofession que je présidais a accepté de laisser cette maison en bail amphithéotique à la CAB. Et maintenant, c'est la CAB, le président de la CAB, qui dirige l'établissement, indépendamment bien sûr du monde du vin, mais qui dirige l'Office du tourisme et le musée Cyrano de Bergerac. Et je terminerai sur un dossier, puisque intéressant pour Bergerac, c'est l'amiante. Oui. Donc, d'ailleurs, c'est porté, j'ai abondé des propositions d'associations, même de la CGT, qui étaient intéressées par ce projet. À savoir de construire à Bergerac une usine de traitement des déchets de l'amiante. C'est très important. On a trouvé la technologie voulue. C'est une société, la Somex de Montpellier, qui le porte. On a créé un comité et un bureau pour gérer ce dossier qui est très intéressant. Il ne faudrait pas qu'il échappe à Bergerac. C'est pour ça que je me bats, parce que c'est un dossier aquitain, et j'aimerais que ce soit à Bergerac aussi qui soit porté, comme d'ailleurs le train hydrogène, puisqu'on parle de région, puisque la compétence revient au président Rousset, qui a la compétence de transport, et je souhaiterais qu'il y ait un train hydrogène pour la ligne Bergerac, c'est-à-dire Bordeaux-Bergerac-Sarlat, qui a été rénové, avec aussi l'aide de l'ensemble des collectivités que je salue, et avec 85 millions d'euros qui font qu'on a une des lignes maintenant les plus modernes d'Aquitaine, puisqu'elle est neuve, en intégralité, et je souhaiterais que le train hydrogène, justement, fasse partie de l'équipement de la Nouvelle-Aquitaine.
Super. Il a quelque chose de chinois, l'horizon est rose, jaune brillant. Écoutez, il vaut mieux être optimiste. Il faut ça, sans doute. Parce et dans la mesure pragmatique, hein, parce que moi, vous voyez, le dossier de l'hydrogène, c'est peut-être un exemple, mais j'ai travaillé dans le désert pendant un moment. Hein. Et aujourd'hui, il est réel. Et regardez les sociétés de l'hydrogène en cotation d'actions en bourse sont en train d'exploser. Et ceux du pétrole sont en train de plonger gravement. Vous avez des sociétés comme Epson, Repsol, qui ont provisionné des 20 milliards d'euros chacune. Même Total d'ailleurs, Shell, qui sont obligés de se reconvertir. Donc, heureusement, parce qu'avec ce qu'ils ont abîmé de la planète... il faut envisager quelque part qu'un jour, on pourra se passer des carburants fossiles et imaginer le bonus qu'on aura pour la balance commerciale française. Inch'Allah, Dieu vous entende. Merci beaucoup. Avec plaisir. Tu n'as pas d'autres questions? Merci. Je vous en prie.